Bienvenue à la chronique du soir avec notre consultant politique Agapit Napoléon Mafori. Quand nous faisons donc le décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. Agapit Napoléon Mafori, bonsoir. Bonsoir Roméade, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Vous êtes par ailleurs expert électoral, expert en gouvernance, consultant en médias et communication. La Commission électorale nationale autonome, une délégation de toute façon de la Commission électorale nationale autonome était chez les députés, donc les élus de la 8e législature pour exposer le mode opératoire en ce qui concerne le principe de parrainage et également le financement des partis politiques a été au cœur de ces discussions aussi. Une noble initiative. Pourquoi on décide d'aller voir les élus de la 8e législature alors qu'on pourrait voir et députés et maires? L'idéal aurait été cela. L'idéal aurait été que la Sénat ait rencontré le bloc des élus constituant le collège des parrains, si on peut parler du collège des parrains, ou bien constituant le groupe des parrains pour la présidentielle de 2021. L'idéal, parce que en le faisant séparément, cela dévoie. On se demande, mais ça donne l'impression d'un organe qui va rencontrer le législateur. Et puis donc, il y a quelque chose, c'est pas une bonne initiative. En tout cas, les députés, quand on se réfère à quelques discussions, là, on voit un peu, effectivement, Abdel Gounou avait déjà exposé cette inquiétude-là, donc le marchandage de parrainage, et ça a été évoqué encore aujourd'hui, jusqu'à ce qu'un député demande à combien on pourrait acheter, en fait, on pourrait quand même céder son parrainage. C'est de l'irresponsabilité. Je pense que c'est de l'irresponsabilité pour un élu à qui on demande donc de faire un travail, c'est de l'irresponsabilité. Puisque c'est lui qui il est élu, il est parrain potentiel. Il n'a qu'à dire, lui, il ne se sent pas dans cette condition-là. Il n'a pas. Je pense que c'est ça que je dis. La Sénat n'a pas été suffisamment bien inspirée en faisant ce travail-là. De cette manière, donc parce que c'est pas que Gounou, il y a quelqu'un qui a dit, le député Badamassi, qui ne comprend pas comment la Sénat peut se permettre, par exemple, de parler donc de confidentialité, alors que c'est au Parlement là, c'est ici que nous avons voté les lois. Non. Donc, normalement, la Sénat ne rencontre pas les députés. Les députés n'interprètent pas leurs lois devant un organe, et un organe ne veut pas aller dire devant le législateur comment il veut appliquer une loi. Donc ça, il y a mal donne. La Sénat rencontre les parrains et leur explique comment lui l'entend. Donc les parrains sont constitués et d'élus, députés, et d'élus, des maires. Et donc, ça aurait changé la donne, parce que tout le monde ne serait... ce mélange-là donnerait une... Ça fait partie de la cacophonie qu'il faut éviter dans ces temps-ci où tout va dans tous les sens. Je pense que certains députés étaient totalement mal inspirés. C'est pas bien. Mais bon, ça, c'est le naturel. Est-ce que ce n'est pas de l'ironie quand il demande, par exemple, à combien il peut céder? C'est de l'irresponsabilité. Je pense que à ce niveau-là, il faut qu'on soit suffisamment Il ne faut pas blaguer avec ça. Il ne faut pas blaguer parce que c'est trop sérieux en la matière, surtout devant les médias. C'est trop sérieux parce qu'il y a de la tension, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il faut s'amuser avec ça. Parce que la corruption est une réalité. L'achat des voix est une réalité. L'achat de conscience est une réalité. C'est parce que lui ne va pas le faire que d'autres. Donc, la question est là. Et puis, c'est pas à cause de la corruption qu'on a demandé que ce soit confidentiel. C'est aussi pour la sécurité de celui qui a émis son parrainage. C'est aussi pour la célérité. Pour l'ouverture. La célérité, parce que parfois on peut craindre. Maintenant, après, celui qui a parrainé est libre de dire j'ai parrainé. Son parti est libre de publier le nom des parrains. Je pense que en la matière, il faut que les nôtres essayent de lire entre les lignes, de comprendre des choses, de s'ouvrir, et au lieu de se camper, de s'enfermer dans des carcans, et puis au moins posture, qui sont le mal, la grande tare de notre démocratie. Ils se comportent un peu comme ceux qui le dénoncent parfois, et c'est comme ça ce qui perturbe le jugement. Est-ce que cela ne pourrait pas ouvrir maintenant une polémique, une vraie polémique? Non. Parce que, bon, vous savez on pourrait dire que les députés demandent à combien on peut céder, et ça peut créer quand même une polémique. On parle des choses sérieuses là, c'est ce que je dis. Là, je pense que on parle des choses sérieuses, c'est la polémique.
on parle de choses sérieuses, on parle du mode opératoire. Ça, c'est la Sénat qui, là, si je ne suis pas d'accord, ils vont à la Cour constitutionnelle et puis cette affaire est close. Donc, il n'y a pas de... Non, il ne faut pas qu'on se distrait sur ces questions. Est-ce que lorsque les élus de la 8e législature peut-être ne comprennent pas le mode opératoire exposé par la Sénat, est-ce qu'il y a une voie de recours? Mais c'est ça. D'abord, je vous l'ai dit, il n'appartient pas aux députés d'expliquer leur loi. Tant que c'est fait, il appartient à celui qui l'applique de l'appliquer dans le sens où il le comprend. Et si on n'est pas d'accord, on va voir le contentieux. Est-ce qu'en réalité, les députés, les législateurs, donc le législateur et celui qui applique la loi ne devraient pas avoir la même compréhension? Pas du tout. Pas du tout. La loi, elle est d'interprétation, elle est d'application stricte. Alors donc, déjà, c'est que les députés n'ont pas précisé. Et ça, ça fait partie de leur problème. C'est eux qui auraient dû être précis. Et c'est ça, j'avais déploré leur comportement dans le cadre du code électoral avant, où ils sont restés, où l'article qui a été interprété par rapport au passage des voix était tellement confus que ça a créé une situation. Ils auraient dû laisser le contentieux gérer. Mais ils se sont précipités. Lors des communales. Voilà, j'avais estimé que c'était pas normal qu'ils aient fait. Mais ici, il ne peut plus le faire. Ici, il ne peut plus le faire dans la mesure où c'est déjà parti. À moins que... Et on ne peut plus toucher à cette loi-là. Effectivement, puisqu'il y a le protocole de la CEDEAO. Et ça aurait ouvert, ça ouvrirait aussi d'autres lettres de boîte à Pandore. Mais il ne peut plus le faire aujourd'hui. Donc, il appartient simplement au juge de contentieux de gérer. Donc, ils n'ont plus à intervenir. C'est une pression également sur l'organe régulateur. Je pense qu'il faut que les acteurs comprennent qu'ils ont à se mettre dans des différentes postures au fur et à mesure qu'on avance. Un député n'est pas non plus quelqu'un qui a tout le pouvoir de tout dire, de tout faire. Il a voté la loi, c'est fini, la loi sur le marché. Ce n'est plus son problème à lui. Il laisse les instances gérer. C'est comme ça. Il laisse les instances gérer. Donc il y a les organes qui s'occupent de l'organisation. Vous pensez qu'un justicier, parce qu'il est député, va dire à un juge, c'est pas le contenu, c'est pas l'orientation de notre loi. Vous le voyez devant un tribunal, dit c'est pas l'orientation. Il peut pas, il n'a pas ce droit. Il n'a pas ce droit. Donc, du coup, la loi est votée, elle est promulguée, elle devient une loi de l'État. On ne reconnaît plus les députés. C'est fini. Ils étaient un processus. Le Parlement est le processus central de livraison de la loi sur le marché public. Mais quand ils ont fini de voter, ça passe en contrôle de constitutionnalité, le chef d'État est promis, ça avance en publication. Donc il y a tout un processus. Mais quand ça termine le processus, ce n'est plus l'outil des députés. Donc ce n'est plus à eux d'interpréter. Donc je pense qu'il y a trop de confusion, de cacophonie qu'il faut essayer de canaliser. Il faut qu'on laisse la Sénat jouer son temps. Je pense qu'il y a un partage de rôle. Si les gens ne sont pas... Depuis qu'on parle là, quelqu'un aurait dû saisir la Cour constitutionnelle pour demander... parce que une jurisprudence déjà liée à cette question, c'est déjà la question de 241 là. 242. 242. Donc, du coup, on peut déjà saisir la Cour constitutionnelle sur la base de l'interprétation de la Sénat. Et la Cour pourrait soit dire... Peut-être que dans les tout prochains jours... Ou alors attendre que dès que la Sénat va lancer le processus, les gens vont saisir. La Cour est prête. Je pense que les actes préparatoires peuvent donner lieu à des contentieux, à un contentieux, et la Cour est disponible. En tout cas, la Cour pour le gérer. Comme je vous l'ai dit, la fonction de la Cour, la mission de la Cour est plus large, au-delà du contrôle de constitutionnalité, au-delà du juge de contentieux, elle est également organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Donc, dès lors, avec ça, il n'y a pas de débat, il n'y a plus d'autres débats à faire. Donc, je pense que les échanges-là ne doivent pas se dérouler ouvertement parce que ça donne lieu à des confusions expliquées sur les réseaux sociaux. Regardez, l'année dernière, on a dit, oui, voilà, les députés sont incapables de comprendre le test qu'ils ont voté. Ils ont voté. Alors, donc, quand on le dit, ça dénigre notre Parlement. Mais quand c'est des parlementaires même qui s'exposent, ils les exposent de leur tard, leur incohérence, leur incapacité à comprendre les textes qu'eux-mêmes votent, au point même de l'interpréter, c'est quand même c'est dommage. C'est pas normal. Donc il faudrait qu'ils sachent raison garder. Ils peuvent ne pas être d'accord.
ils ont des cadres pour peut-être échanger, mais pas s'exposer devant les candidats. En tout cas, eux, ils sont partis voir le président de la Cour constitutionnelle pour se plaindre en réalité, puisqu'ils ne sont pas d'accord avec un certain nombre de questions, comme le principe de parrainage. Ils l'ont dit, ce sont les membres donc, du parti Les Démocrates. Et justement, parmi les exigences pour une élection apaisée, pour donc une présidentielle apaisée, crédible et puis inclusive, ils souhaitent bien évidemment la suppression du principe de parrainage, ça revient toujours, la suppression du... Et également la participation du Parti Les Démocrates au démembrement de la Sénat. D'abord, le parti n'existe pas encore, je l'avais dit et je reviens, le parti n'existe pas encore formellement. Le parti existe déjà par les actes posés, le parti existe sans doute par la volonté des électeurs, mais le parti n'existe pas encore formellement, puisqu'il n'a pas encore là, donc ça fait partie. Donc déjà, on ne peut même pas aller plus loin. Ils ont foi que ça existera, même avant le déclenchement. C'est sûr, vraiment, mais il n'existe pas encore. La deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas exigé, on n'exige pas. C'est pas le petit garçon qui exige de ses parents, non. C'est pas le. Encore qu'aujourd'hui, on ne permet plus à ça. Non, vous ne pouvez pas. On parle de la République, on parle de l'État, on parle des lois, on ne parle pas de. Non, il ne peut pas exiger. C'est un champ où opèrent les organes responsables. Et pour être responsable, il faut poser un certain nombre d'actes. Vous ne pouvez pas revenir devant de sommeil et demander qu'on fasse le partage à part égal. Enfin, on va vous demander, mais de quel qu'on partage déjà? Qu'est-ce que vous en sachez? Vous en savez? Et de quoi vous vous mêlez? Donc, voilà les questions. Vous ne pouvez pas sortir de long sommeil et dire, on partage à part égal. Donc, la cigale et la fourmi, c'est une belle fable de La Fontaine qui l'impose de temps en temps de rappeler. On a appris ça mécaniquement à l'école primaire. Et donc, de temps en temps, il faut qu'on récite la cigale et la fourmi, quelques fables de La Fontaine, dont celle-là, où pendant que l'autre travaillait, l'autre chantait, l'autre allait passer des réseaux sociaux, faisait la politique de la chaîne vide. Et donc, aujourd'hui, il se réveille et se découvre des aptitudes à passer maintenant au fonctionnement de l'État. Et tant mieux. Alors bon, et donc assumer la suite. C'est ça, la fable de La Fontaine. D'accord. Donc, eh bien, chanter maintenant. C'est ça la dernière phrase. Eh bien, danser maintenant. Danser, bon, c'est l'occasion de danser. Là, donc, c'est dire quoi? Il faut que les politiques, il faut que les gens sachent, qu'ils sachent les conséquences de leurs actes. Vous voyez qu'en 2018, ils allaient, ils venaient, en début 2019, ils faisaient tout leur bataclan pour bloquer le processus électoral des législatives. Ils étaient à 1000 lieues de penser, de voir toutes les conséquences que ça allait générer. Quand ils parlent aujourd'hui de parlement monocolore, ils ne peuvent qu'en prendre qu'à eux-mêmes. Quand ils parlent maintenant de participer au démembrement de la Sénat, ils ne peuvent qu'en prendre qu'à eux-mêmes. Quand vous laissez le terrain vide, le champ vide, la politique de chaise vide n'a jamais aidé quelqu'un. Est-ce qu'ils l'ont voulu réellement? Ils sont responsables. Ils étaient CBE, ils sont responsables. Et la preuve, quand les autres sont allés jusqu'au bout après, ils les ont taxés de quoi? Donc, ils ont fait un choix. Le choix de la politique de la chaise vide, le choix du blocage systématique. Mais ils n'ont qu'à assumer, c'est comme ça fonctionne. Pendant que vous libérez votre espace, d'autres l'occupent. Et ainsi va la vie. Voilà. Et donc, il n'y a pas de possibilité pour participer donc, au démembrement de la Sénat? Non, il n'y en a pas. On ne peut plus retoucher au texte. Donc, il n'y en a pas. Voilà. Est-ce que l'État ne peut pas faire des concessions pour une présidentielle? Parce que c'est quand même une échéance majeure. Vous voulez donner comme l'autre que le chef de l'État. Pardon, monsieur le président, nous vous en supplions, prenez une ordonnance. Vous voulez demander au chef de l'État? Je n'ai pas parlé d'ordonnance. Bien, alors. Une concession. Oui. Parce que c'est une échéance majeure. En touchant aux lois électorales. Parce qu'il n'y a que ça à faire. Toucher aux lois, au code électoral. Il n'y a que ça. Et pour le faire, puisque les députés ne peuvent plus voter, il faut alors que les chefs d'État prennent une ordonnance, comme l'autre demandait, une ordonnance. Donc, ouais, les Béninois, je pense que l'incohérence de certains intellectuels, et puis ça peut tuer quoi. C'est-à-dire l'incapacité de garder la logique, de voir les choses de manière aussi simple, tellement simple dans leur lecture, mais ils les compliquent
par des tournures, par les manières connues, et que nous avons de bloquer les choses, de contourner les lois. Et quand ils le font, ils se bloquent eux-mêmes. Et donc, ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Très bien, on va finir par ce sujet Agapit Napoléon Maforkan. Le Bénin qui se retrouve dans le top 10 des pays ayant quand même échappé à la récession parce que pour cause de Covid-19, le Bénin qui est troisième, suivi donc de l'Éthiopie, de la Tanzanie. C'est une bonne nouvelle. Cela témoigne de quoi concrètement? Non, c'est une logique également. C'est exactement simplement de la bonne gestion de ce fléau, de cette pandémie par le gouvernement. Cela témoigne des décisions, du caractère sérieux et responsable des décisions prises. Et nous l'avons dit ici plusieurs fois pendant cette période que notre gouvernement a fait preuve de génie durant cette période pour une pandémie qui n'était pas prévue et qui est venue de n'importe où, enfin de n'importe comment et c'est tombé dans et bloqué tout dans le monde entier. Nous, le Bénin a assumé. À chaque fois, on l'a dit souvent, depuis le mois de mars, on l'a dit, on l'a répété, le Bénin a assumé et a permis en 3 mois de gérer jusqu'à dédommager des personnes, des structures, des entreprises qui ont été affectées en mettant des centaines de milliards pour booster l'activité de cela. Gérer l'école, à terminer l'année normalement, reprendre gérer les petits commerces. Pendant que tout le monde décrétait l'état d'urgence sanitaire, le Bénin ne l'a pas fait. Et le chef de l'État a expliqué. Et aujourd'hui, nous recueillons, c'est ça. Le Bénin fait du génie. Le gouvernement béninois s'est comporté en génie dans la gestion de ce dossier. Et donc, les résultats obtenus ne sont que la résultante de cette marque, de cette capacité d'adaptation, d'anticipation et de gestion de cette situation, d'une telle situation inédite. Est-ce que ce n'est pas le résultat également quand même de la bonne attitude de la population aussi? Vous restez chez vous, les cérémonies, la police qui doit intervenir, oui, sans doute. Sans doute, on peut saluer certaines populations, pas toutes. On peut saluer certaines populations, mais pas toutes. On peut saluer la discipline de beaucoup de structures, des gens qui ont suivi globalement. Et également, bon, vous savez, quand la locomotive marche, les wagons n'ont pas le choix. Je pense que, oui, il y a eu des situations, nos populations sont parfois difficiles, surtout à l'intérieur du pays, dans certaines régions où les cérémonies où les week-ends sont vraiment sacrés avec des manifestations de fêtes ici et là, danse, manger, tout ça. Bon, ça n'a pas été facile, mais oui, certaines populations, on peut saluer également certaines populations, saluer la police, saluer le ministère de la Santé, le professeur Benjamin Ompati et toute son équipe de crise. Bon, on peut saluer ceux qui ont contribué, les contributeurs. On peut saluer. À dire que la pandémie n'est pas encore terminée. Tout à fait. Même si, bon, certaines populations pensent que, bon... Oui, il y a une sorte de résilience actuellement, mais la pandémie est toujours là, on doit continuer les gestes barrières, on doit continuer un certain nombre de précautions. Mais cela dit, le gouvernement béninois a assumé et on ne peut qu'en saluer le génie du gouvernement. On peut naturellement saluer les autres corps constitués, les populations qui ont fait preuve globalement de discipline. Très bien, merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforkan. Vous êtes notre consultant politique à Télé. Vous êtes par ailleurs expert électoral, expert en gouvernance, consultant médias et communication. Mesdames et messieurs, et donc c'est la fin de votre émission Le Grand Soir pour le compte de ce mercredi 21 octobre 2020. Vous suivrez tout juste après nous votre feuilleton Les Filles de la Mafia. Et après, bien évidemment, vous avez rendez-vous avec Stanislas Benukpo à moi. C'est à partir de 23h pour Raconte ta journée. Vous n'oubliez pas de nous suivre sur nos canaux digitaux, le www.etelebénin.com. Vous avez notre application si vous ne l'avez pas encore, ETélé Bénin. Vous pouvez la télécharger sur App Store et sur Play Store. Vous n'oubliez pas également notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre page Facebook ETélé Live. Agréable suite de soirée à chacun et à tous.